bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Bonjour, je m'appelle Manuel, je suis accompagné de Vincent. Allô? Bienvenue dans cet épisode du podcast communiste révolutionnaire. Dans l'épisode, on a abordé le sujet de la Première Internationale et pour aujourd'hui, on va poursuivre avec l'histoire de la Deuxième Internationale. En fait, on vient de fonder l'Internationale communiste révolutionnaire, l'ICR, et dans ce contexte-là, on s'est dit que ce serait important de faire une série qui couvre l'histoire des internationales passées avec l'objectif d'en tirer les leçons pour la construction de l'ICR aujourd'hui. Donc, pour commencer, rapidement, c'est quoi la Deuxième Internationale? On s'était laissé avec la dissolution de la Première Internationale, l'Association internationale des travailleurs, en 1876. Une internationale que Marx et Engels avaient aidé à fonder. Et au dernier épisode, ce qu'on avait retenu un peu, c'est que cette internationale-là, c'était vraiment multi-tendance. Il y avait des anarchistes, des marxistes, des réformistes, des syndicalistes, des libéraux de gauche. Et dans le contexte qui a suivi la répression de la Commune de Paris de 1871, toutes les contradictions, les tensions de ces différentes tendances ont fini par éclater. Et c'était plus possible de continuer le travail de l'internationale et il a fallu la dissoudre. Entre-temps, Marx est décédé. Et Engels réalise qu'il est temps de fonder une nouvelle internationale. Il va être instrumental dans la création de la Deuxième Internationale, aussi appelée l'Internationale socialiste ou l'Internationale ouvrière, en 1889. Et cette fois-ci, l'internationale va avoir tiré les leçons de la première. Et ça va vraiment être une internationale fondée sur les idées du marxisme, du communisme. Ça va être entériné à l'intérieur du programme de l'internationale. Et c'est aussi une internationale de masse. Donc, il y a des énormes sections nationales dans différents pays, notamment le SPD, le Parti social-démocrate allemand, qui a des millions de membres. Et le SPD, ça va vraiment être un modèle de parti marxiste à suivre. Lénine va beaucoup s'en inspirer pour construire la tendance bolchevique. En 1905, le SPD faisait 27% du vote populaire. Il y avait, en 1913, le SPD avait 90 journaux et magazines avec 1,4 million de tirages. Il y avait 3500 permanents, 3000 délégués syndicaux. C'était vraiment immense, là, et le SPD était vraiment un guide là, pour toute la Deuxième Internationale. Et à travers l'histoire de la Deuxième Internationale, quelque chose qu'on va observer, c'est le développement de différentes tendances politiques. La Deuxième Internationale était marxiste sur papier, mais derrière ça, sous la pression de certaines conditions objectives, il y a des tendances qui vont se développer. Entre autres, une tendance qui va être personnifiée par Bernstein, une tendance réformiste, une tendance opportuniste, qui va se développer, qui s'attaquait contre l'orthodoxie marxiste, qui voulait révisionner le marxisme parce qu'il trouvait que le marxisme, c'était comme des idées vieilles qui devaient être mises à jour. Des choses qu'on entend encore aujourd'hui. Hein? Ouais, c'est le révisionnisme, hein, puis c'est de remettre en question les fondements même du marxisme, notamment le fait que les travailleurs sont exploités par les patrons et qui ont des intérêts diamétralement opposés l'un de l'autre. Et Bernstein, en fait, les idées de Bernstein est ce qu'on pourrait appeler un socialisme gradualiste. Quelque chose que Bernstein disait, c'était le but final, quel qu'il soit, n'est rien, le mouvement est tout. Et donc, sa perspective, c'était qu'à travers une série de petites réformes, on pourrait éventuellement arriver à une société similaire au socialisme et que c'était plus nécessaire, en fait, de faire une révolution. C'était plus nécessaire de renverser le capitalisme. On pourrait y arriver à travers des réformes, à travers le Parlement, à travers des négociations, ce genre de choses. Donc Bernstein représentait l'aile de droite du SPD et donc de la Deuxième Internationale. Et à sa gauche, on retrouvait dans le SPD notamment Rosa Luxembourg, qui va polémiquer contre les idées révisionnistes de Bernstein, notamment à travers ce super livre « Réforme sociale ou révolution », publié en 1898. Et ce qu'elle va expliquer, en fait, c'est que pour la première fois, on mettait en opposition la réforme et la révolution. Parce qu'en fait, pour les communistes, pour les marxistes, la réforme, c'est un moyen et la révolution, c'est un but. Donc, ça s'oppose pas, en fait. La réforme est la lutte pour les réformes, c'est un moyen pour les travailleurs de développer leur conscience, leur confiance en eux et pour développer une conscience révolutionnaire.
Et là, pour la première fois, ce que Bernstein nous dit, c'est que, ah non, en fait, réforme et révolution, ça s'opposerait. Il faudrait seulement faire des réformes et abandonner l'idée de la révolution. Pourquoi est-ce que les idées de Bernstein sont autant importantes? Ben, les idées de Bernstein vont devenir, en fin de compte, l'expression de toute une couche dans le parti à la tête du SPD et de la Deuxième Internationale. Il y en a même qui vont le critiquer après la publication de ses écrits. Ils vont dire Bernstein, fallait pas le dire. Hein? Parce qu'il dit il faut abandonner la révolution, faire juste des petites réformes graduelles. Les gens autour de lui, dans les milieux dirigeants du SPD, ils commençaient à penser ça, mais ils n'osaient pas le dire. Hein? Parce que techniquement, sur papier, on est un parti révolutionnaire. Et au fil des années qui vont suivre, il va se développer une bureaucratie à l'intérieur du SPD et de la Deuxième Internationale. Et les idées de Bernstein vont devenir vraiment là, va correspondre à la mentalité, en fait, de cette bureaucratie-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que cette bureaucratie ouvrière-là, ou tout ce phénomène-là autour de Bernstein, ce que Bernstein représentait en fait comme tendance politique à l'intérieur du SPD, c'est que c'est pas sorti de nulle part, en fait. Il y a des conditions matérielles qui ont permis à ces tendances-là de prendre tranquillement le dessus, en fait, dans le parti. Puis ces conditions matérielles-là, ben, c'est une période de croissance économique extraordinaire. Et où ce que ces réformes-là vont pouvoir être concédées. Et avec cette perspective-là, ben, que peut-être que ce ne soit plus nécessaire, en fait, de faire une révolution. Que ce soit possible d'arriver au socialisme à travers des réformes. Si je donne quelques chiffres ici intéressants, entre 1873 et 1882, c'était un moment de crise. Le taux de croissance était de 3% seulement. Mais ensuite, entre 1887 et 1896, on parle de 36% de croissance. Donc là, les capitalistes, ils font de l'argent puis ils peuvent se permettre de donner des concessions aux travailleurs. Les dirigeants du SPD et de la Deuxième Internationale, ils vont se battre sur le plan parlementaire et syndical et ils vont pouvoir gagner des réformes. Et ça va venir vraiment gonfler l'autorité politique du SPD et des partis de la Deuxième Internationale parce qu'ils en gagnent des réformes. Ça amène une amélioration significative des conditions de vie des travailleurs. Mais là, il y a comme un revers de la médaille. C'est qu'en fait, cette couche de dirigeants de la Deuxième Internationale puis du SPD, ils se retrouvent à avoir des conditions de vie meilleures que celles des travailleurs. Parce que là, les bourgeois essayent de les acheter. Hein, ils pourraient essayer de gouverner à travers la matraque, à travers les lois, tout ça, mais c'est beaucoup plus efficace de gouverner à travers les dirigeants du milieu ouvrier. Et ces gens-là, ben, Lénine, il va finir par les appeler les lieutenants ouvriers du capital, les agents de la bourgeoisie injectés dans le mouvement ouvrier. Ces gens-là, ils sont au Parlement, ils sont à la table de négo avec les patrons, ils collaborent tout le temps avec la bourgeoisie puis leurs représentants politiques. Puis les bourgeois essaient de les acheter. Ils leur donnent tout le temps des petits cadeaux, tout ça. Et fait que ces gens-là, ils développent l'idée de collaborer avec la bourgeoisie, bien plus que même collaborer avec leurs propres membres, tu sais. Et à cause de ces conditions de vie vraiment bonnes qu'ils ont, beaucoup meilleures que leurs membres, ils se retrouvent à aussi développer une mentalité différente de celle de la base des syndicats puis des partis, en fait. Et il va se développer cette idée, en fait, que peut-être qu'on n'aurait pas besoin de faire la révolution. Tu sais, c'est compliqué, une révolution. C'est de l'ouvrage, hein. Peut-être si on fait juste une coupe de réformes, une coupe de négo, une coupe de vote au Parlement, ça serait suffisant pour gagner les réformes. On est en train d'en gagner en ce moment, tu sais. Fait qu'il se développe toute cette mentalité qu'on n'a plus besoin de faire la révolution, on n'a plus besoin de lutte des classes. Hein? Pourquoi faire la lutte des classes? On peut même collaborer avec le patronat, il est gentil avec nous. Et fait que là, c'est cette idée du socialiste gradualiste hein, que Bernstein nous amène, ben, ils vont aimer cette idée-là. Comme ça, ils restent révolutionnaires dans leur phraséologie. Sur papier, ils sont socialistes et tout, mais dans les faits, ils abandonnent l'idée de la révolution, puis ils essayent de seulement, graduellement, arriver au socialisme, donc de finalement transformer le capitalisme pour lui donner un visage humain. Les idées du ruissellement économique aussi vont chercher un peu dans cette psychologie-là. Là. L'idée que si l'économie va bien, si les patrons font de l'argent, là, ça veut dire qu'ils peuvent donner des bons salaires aux travailleurs, puis ainsi, tout le monde gambade dans les prés, il y a les petits papillons, il y a les petites fleurs, et le capitalisme va bien, tout le monde est content, tu sais. Mais malheureusement, le capitalisme a des contradictions fondamentales et ça rattrape. Mais on va y venir plus tard. Oui, parce qu'ils ne dépasseront pas le capitalisme, en fin de compte. T'sais. Si tu mènes pas une lutte de classe contre la bourgeoisie, si tu sors pas du capitalisme par la révolution, tu vas être forcé de rester dans les confins du capitalisme. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une dégénérescence réformiste à l'intérieur des partis de la Deuxième Internationale, parce qu'ils acceptent finalement les règles du système capitaliste.
Et les idées de Bernstein d'un changement graduel vers le socialisme, hein, ça va être en fait démontré complètement faux par un événement historique énorme. C'est quoi? C'est la Première Guerre mondiale. Hein? C'est vers là que c'est allé sa croissance graduelle vers le socialisme, hein, vers la boucherie entre les peuples. Tu sais. Oui, donc la Première Guerre mondiale, en 1914, on se retrouve dans un contexte où, ben là, on va pas rentrer dans le détail avec tout le système d'alliance entre les pays impérialistes, mais le capitalisme, l'impérialisme devait mener en quelque sorte à cette guerre pour le repartage du monde pour les impérialistes. Et quelle va être la réaction des dirigeants de la Deuxième Internationale? Ben, ça va être une trahison, en fait. Parce que dans les parlements, la bourgeoisie demande qu'on vote pour les crédits de guerre. Donc, on donne le mandat au gouvernement puis le budget pour mener la guerre. Et les dirigeants de la deuxième vont voter en faveur de cette guerre-là. Et c'est vraiment incroyable parce que c'est la deuxième internationale. L'internationalisme, l'unité des travailleurs, hein, travailleurs de tous les pays, unissez-vous. C'est au cœur de cette internationale-là. Et là, les dirigeants, ils viennent de voter pour que les travailleurs aillent tuer des travailleurs d'autres nations. C'est quand même incroyable, hein? Fait qu'essentiellement, c'est travailleurs de tous les pays, unissez-vous avec votre bourgeoisie pour tuer d'autres travailleurs. Exactement. Puis Lénine, lui, était complètement dérouté, en fait, de voir ça arriver. Tu sais, les gens plus à la gauche de la Deuxième Internationale le voyaient, là, le développement d'une aile réformiste, nationaliste. La dégénérescence on la voyait, mais on savait pas à quel point ça avait dégénéré. Mais là, d'appuyer la Première Guerre mondiale, cette boucherie-là, ça, c'est une trahison là, immense. Puis ça a eu une onde de choc immense à travers toutes les parties de la Deuxième Internationale. Ça a créé énormément de confusion à travers tout le mouvement ouvrier mondial. Une autre conséquence importante que va avoir la dégénérescence de la Deuxième Internationale, c'est que quand va survenir la Révolution russe de 1917, il va y avoir des mouvements révolutionnaires qui vont apparaître un peu partout dans le monde, mais les travailleurs auront plus de leadership révolutionnaire. Parce que la Deuxième Internationale, du moment que les dirigeants avaient vraiment trahi le mouvement ouvrier en soutenant la guerre, et ça faisait qu'il n'y avait plus de parti réellement révolutionnaire pour coaliser tous ces mouvements révolutionnaires dans la direction d'une révolution socialiste. Et ça va avoir des conséquences directes sur, en fait, l'isolement de la révolution russe. La Russie va se retrouver sans le soutien d'autres mouvements révolutionnaires victorieux. Et donc, cet isolement de la révolution qui va mener finalement à la montée d'une bureaucratie en Russie, la montée du stalinisme, on peut retracer ses origines dans la dégénérescence de la Deuxième Internationale. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces idées réformistes-là, ce phénomène-là qu'on a pu observer dans le SPD, c'est quelque chose qu'on va revoir aussi à un autre moment dans l'histoire. Entre autres après la Deuxième Guerre mondiale, avec les 30 Glorieuses, une période économique, encore une fois, extraordinaire, 30 ans de croissance économique sur la base de la destruction qui a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant cette période-là, ben, les capitalistes vont pouvoir acheter la paix, mettre un peu un frein aux révoltes et aux mouvements en concédant des réformes, parce qu'ils pouvaient se le permettre. Tu sais. Les travailleurs vont se battre pour obtenir ces réformes-là. Tu sais. Tout à fait. Puis ça va culminer, en fait, jusqu'à une vague révolutionnaire dans les années 70, où, à travers le monde, on va avoir des grands mouvements de lutte. Je pense par exemple à mai 68. Puis même au Québec, hein, il y a eu la grande grève de 72, qui était probablement la plus grande grève de l'histoire du Québec, tu sais, et du Canada même. Fait que après les 30 Glorieuses, le boom économique prend fin. Hein, c'est la crise mondiale du capitalisme en 74. Et il va y avoir un ressac de la lutte des classes. Ça va être le montée aussi de gouvernements qu'on dit néolibéraux, comme Thatcher, comme Reagan. Et les travailleurs vont progressivement désinvestir leurs syndicats, les partis politiques de gauche. Et il va se créer une bureaucratie, en fait, qui va se mettre à la tête de ces organisations ouvrières-là, qui va former vraiment une croûte sclérosée sur ces organisations-là. Et on se retrouve en ce moment, dans le mouvement syndical, à payer le prix pour cette croûte bureaucratique qui s'est formée dans les années suivant les 30 Glorieuses, tu sais. Parce que cette croûte-là, comme Vincent l'appelle, en fait, elle se tourne vers cette période historique extraordinaire-là. Et elle pense que cette croissance économique-là est la normale, peut être la normale, en fait.
et ne voit pas en fait les limites du système capitaliste, ne voit pas que l'exploitation, ça fait partie organiquement du capitalisme, que le capitalisme ne peut pas avoir de visage humain comme l'exploitation ne peut pas avoir de visage humain. Mais il s'accroche à cette période de croissance économique extraordinaire et il pense que éternellement, c'est possible de gagner des réformes. Puis de gagner des réformes toujours en restant dans le cadre du système capitaliste. Toujours en respectant les lois, en respectant le Parlement, en respectant toute la bienséance, la politesse et en discutant tranquillement avec les patrons, en trouvant le juste milieu. Puis maintenant, c'est quoi l'époque dans laquelle on est? C'est pas une période de réforme, hein, c'est une période de contre-réforme. C'est la crise du capitalisme à l'échelle mondiale depuis 2008. Et donc, de vouloir retourner aux 30 Glorieuses, c'est une utopie, en fait. C'est un rêve impossible à atteindre. Puis c'est le problème du réformisme en ce moment, c'est que les réformistes, ils nous en gagnent pas des réformes, ils nous gagnent juste des contre-réformes. Parce que la base matérielle pour le réformisme, elle a disparu en ce moment. Et je pense que ça, c'est intéressant à parler de base matérielle du réformisme. Ça montre aussi, je pense qu'on voit bien ici à l'œuvre la méthode du marxisme. C'est de comprendre que les idées, ils débarquent pas de nulle part. Il y a un contexte socio-historique, un contexte économique dans lequel les idées naissent. Et autant dans les années suivant les 30 Glorieuses qu'au début du siècle avec la Deuxième Internationale, on a un boom, le boom économique, donc des conditions matérielles très concrètes, qui vont se répercuter à l'intérieur de certains groupes sociaux, de certaines couches de la société, et se répercuter au niveau psychologique, idéologique. Il va se créer une mentalité, une conception du monde, du réformisme, en fait, qui va être dans la tête là, des bureaucrates de la Deuxième Internationale. Et cette conception du monde, elle a des répercussions concrètes. Et comme pour la Deuxième Internationale et comme pour aujourd'hui, c'est vraiment cette conception-là que c'est possible de faire les choses en restant dans le cadre du capitalisme. Puis, par exemple, au niveau des luttes syndicales, c'est par exemple l'idée que on ne peut pas défier les lois, tu sais, parce que les lois, l'État est neutre, soi-disant neutre. Les lois, c'est la sainteté, ou je sais pas, c'est comme ils révèrent tout ce qui est légal, parce que qu'est-ce qui se passe si on se met à défier les lois? Mais essentiellement, on vient remettre en cause la pertinence du système, ou tout. Ça vient dire, en fait, qu'il y a quelque chose de pas correct avec le système, tu sais, puis qu'on devrait sortir du cadre du système. Et on va voir la même mentalité aussi chez toute cette couche-là de réformistes qui va tranquillement prendre le dessus au niveau de la Deuxième Internationale. Et ça va se répercuter dans des conséquences là, catastrophiques. Donc, on voit que les idées réformistes peuvent avoir des conséquences sérieuses. Puis on voit aussi que c'est des idées qu'on retrouve encore dans le mouvement en général aujourd'hui. Fait que je pense que ça vaut quand même peut-être la peine de creuser un petit peu au fond de ça, puis de se s'outiller pour être capable de lutter contre ces idées-là. Puis Rosa Luxembourg l'avait vraiment très bien fait dans sa lutte contre Bernstein. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'idées de Bernstein qui reviennent encore là, aujourd'hui. Bon, évidemment, avec quelques variantes, mais le fond est pas mal le même. Fait que, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un petit peu plus là, des idées de Bernstein, là? Une des idées qui revient beaucoup chez Bernstein, c'est que les crises du capitalisme seraient en fait des anomalies, des désordres qu'il faudrait juste réparer. Fait qu'il comprend pas comment fonctionne réellement le système capitaliste. Puis il va dire, à l'époque, un peu avant les années 1900, qu'en fait, le capitalisme aurait réussi à se sortir des crises, à s'auto-réguler, à s'adapter. Et ben oui, ça faisait une petite décennie, tu sais, qu'il y avait un bon boom économique, mais finalement, en 1900, il y a une crise économique qui frappe. Tu sais, puis ça confirmait la critique de Rosa Luxembourg. Non, la crise économique, elle fait partie de la nature du système. Hein, il y a une crise cyclique à tous les 8 ou 12 ans. Il y a un boom suivi d'une récession. Et ça fait partie, là, c'est comme le poumon du capitalisme qui respire. Ça fait partie de son ADN, en fin de compte. En fait, c'est que les crises du capitalisme, ils émergent d'une contradiction profonde du capitalisme. Et ça trouve sa source essentiellement dans l'exploitation. La classe ouvrière se fait pas payer l'entièreté de ce qu'elle produit, se fait seulement donner une partie, et le reste est accaparé sous la forme de profit par les capitalistes. Puis ça, la situation que ça a ultimement, c'est que la classe ouvrière qui consomme les produits sur le marché est jamais capable de racheter la totalité de ce qu'elle a produit. Et donc, on produit des choses dans la société,
Et là, éventuellement, ben, il y a trop de marchandises sur les tablettes. La classe ouvrière n'est pas capable de l'acheter. Et là, ben, les capitalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils arrêtent de produire parce que ça leur donne rien de continuer à produire des marchandises. Ces marchandises-là ne vont pas être achetées. Il y a personne pour les acheter. Et qu'est-ce que les capitalistes font? Ils ferment les usines, ils font des mises à pied. Mais le grand problème de ça, c'est qu'en faisant ça, ben, ils coupent, en fait, dans la masse de consommateurs, tu sais. Et donc, ça aggrave encore plus la crise parce que là, tu as encore moins de gens pour acheter des marchandises. Et c'est ça qui fait le poumon du capitalisme parce que, éventuellement, à travers le temps, ben, ces marchandises-là, ils pourrissent sur les tablettes, ils ne sont pas achetés et éventuellement sont détruites. Et de cette destruction-là peut recommencer le cycle où ce que les capitalistes reproduisent des marchandises et les gens les achètent et on repart le cycle et ainsi de suite. Et donc, c'est quand même paradoxal. C'est une société où on produit trop de choses. Et c'est ça qui fait que la société rentre en crise. C'est comme une purge, en fait. Fait que la crise, c'est pas une anomalie, c'est une façon pour le système de se purger de sa surproduction. Mais qui est perdant de cette purge-là? C'est clairement les travailleurs, c'est aussi les petites entreprises. Et pendant ce temps-là, les plus gros capitalistes, ben, ils grossissent leur monopole. Ils bouffent les autres capitaux pour les intégrer dans leur propre capital. Et c'est pour ça que finalement, Marx expliquait déjà comment le libre marché engendre constamment la formation de monopoles, en fait. Monopole qui, à peu près à cette époque-là, au début du 20e siècle, commence de plus en plus à dominer la vie sociale. Tout à fait. En fait, c'est vraiment ce qu'on va voir à la sortie de 1900, vraiment le capitalisme arriver à son stade monopolistique, où ce que là, on se trouve vraiment avec des énormes cartels, où ce qu'on trouve tout le capital industriel que financier avec le capital bancaire, qui a donné la naissance au capital financier, qui est en fait un grand monopole en fait sur le capital disponible dans la société, et aussi le monopole au niveau des États, hein, où ce qu'on va voir des grandes puissances impérialistes qui vont avoir le monopole sur des régions du monde, qui vont se diviser des marchés mondiaux et qui vont arriver à la fin de la division de cette planète-là. Et il va y avoir le besoin, en fait, de rediviser le monde. Et en fait, c'est des contradictions du capitalisme que va émerger la Première Guerre mondiale, le besoin où il y a des nouvelles puissances impérialistes qui vont apparaître et qui vont vouloir, ils vont demander la redivision du monde, vont vouloir l'accès à des nouveaux marchés. Et vraiment, c'est fou comment l'histoire, en fait, a donné complètement tort à Bernstein. Sa marche graduelle vers le socialisme, c'était complètement utopique. Il était incapable de voir, en fait, vraiment les contradictions au centre même du capitalisme. La Première Guerre mondiale, comme tu l'as expliqué, c'est essentiellement une conquête de marché. Et une des raisons de ça, c'est d'être capable d'exporter sa surproduction. Parce qu'avec ce boom économique qui se développe, celui qui a engendré la naissance de la bureaucratie de la Deuxième Internationale, ben, on commence déjà à arriver à la fin de ce boom-là, avec la Première Guerre mondiale. Et là, dans le cycle de récession et de boom que tu expliquais, ben, on est un peu dans cette situation-là on arrive au climax où là, il y a trop de marchandises. Et là, il faut écouler les stocks, il faut se débarrasser de la surproduction. Et si tes propres travailleurs sont pas capables de tout racheter, ben, il faut que tu voles les travailleurs de bourgeois d'autres pays pour qu'ils rachètent tes marchandises. Et finalement, d'écouler la surproduction, ça a été la force motrice qui a amené la création de systèmes d'alliances impérialistes pour se rediviser la planète et pouvoir trouver des nouveaux acheteurs pour tes marchandises. Tout à fait. Et les gens qui disent que la Première Guerre mondiale a été déclenchée par l'assassinat de Franz Ferdinand, en fait, ils sont complètement dans le champ. Puis on voit vraiment, en fait, toutes les forces sociales qui bouillonnaient puis qui préparaient, en fait, cette explosion-là, qui était inévitable. L'assassinat de Franz Ferdinand, c'est juste l'accident, en fait, qui a exprimé la nécessité, le besoin pour les puissances impérialistes d'essayer de se rediviser le monde, de reprendre le contrôle sur les marchés des autres puissances impérialistes. Ouais, fait que pour Bernstein, comment le capitalisme pourrait s'auto-réguler puis s'adapter et se sortir de ces crises, c'est notamment par le crédit de masse. T'sais. Le crédit, c'est de l'argent qui correspond à une valeur future. Ouais. Tu n'as pas encore le pouvoir d'achat, mais tu empruntes du pouvoir d'achat de l'avenir pour acheter maintenant. Et ben, le crédit, c'est vrai qu'il a permis de délayer des crises pendant longtemps. Après la crise de 1974, la crise mondiale, le crédit a été essayé pendant plusieurs décennies et ça a permis de délayer la crise. Mais éventuellement, le crédit s'est accumulé et s'est transformé en son contraire, une montagne de dettes.
Et ça a été ça aussi, la crise de 2008, en fait, l'explosion de toutes ces dettes. Et le crédit de solution à la crise s'est transformé en ce qui va aggraver la crise. Et les États, ensuite, ils vont injecter encore plus de capital fictif, là, d'argent, d'imprimer de l'argent pour essayer de sauver les entreprises, les grandes banques en 2008. On l'a vu aussi pendant la COVID, avec la PCU, puis les subventions salariales pour les entreprises. Mais ça, c'est un peu comme du crédit, hein, c'est du faux argent qui n'existe pas, qui correspond à rien de matériel. Et temporairement, ça l'a permis de sortir un peu de la crise, mais pour nous amener dans une crise encore plus grande. Hein. Puis là, avec la crise inflationniste en ce moment, ben, on paye le prix finalement de ces solutions-là, qui sont des solutions amenées par la bourgeoisie, parfois par des réformistes, des keynésiens, et ben, cette idée-là venait de Bernstein, il la proposait déjà à l'époque, là, en fait. Là. Et toutes ces solutions-là ne vont jamais surmonter, en fait, les contradictions du capitalisme, qui reviennent toujours et toujours et toujours. Et une autre idée importante de Bernstein, c'était le coopérativisme. Tu peux-tu élaborer un peu là-dessus? C'est une idée qu'on entend souvent encore même maintenant. Richard Wolff, par exemple, va en parler. C'est l'idée que les travailleurs pourraient simplement créer des coops. On met notre argent ensemble, on achète des entreprises, et puis là, une coop, deux coops, trois coops, puis à un moment donné, ben, tout d'un coup, les entreprises capitalistes auraient disparu, tout serait rendu des coops, et on se serait rendu au socialisme de façon graduelle, sans révolution, sans lutte de classe. Ça, c'est une idée qui est encore très présente aujourd'hui. Mhm. Mais il faut se demander d'abord, ben, c'est quoi une coop? Hein? Les travailleurs, on parle évidemment pas de Desjardins, par exemple, qui est une coop de consommateurs. Non, on parle d'une coop de travailleurs. Si les travailleurs ensemble, ils possèdent l'entreprise, ils partagent les profits et les salaires. Mais on se retrouve, c'est un peu comme un îlot de socialistes dans un océan capitaliste. Tu sais. Les pressions du marché sont immenses. Il faut constamment être productif. Il faut être capable de concurrencer les autres entreprises capitalistes. Il faut que les coops aussi concurrencent d'autres coops sur le marché. Et donc, les lois du marché capitaliste rentrent quand même à l'intérieur de la coop. Et souvent, les travailleurs des coops, il faut qu'ils travaillent très, très, très fort. C'est très intense. Il faut faire beaucoup d'heures supplémentaires. Et je parlais à des gens qui avaient travaillé dans des coops. Ils me disaient qu'il y avait cette mentalité de on fait tous partie d'une famille. Il faut que tu veuilles vraiment participer et coopérer au projet, là, sinon on te fait sentir cheap. Fait que on t'amène à être prêt à accepter des coupes de salaire. Parce que c'est ce salaire-là, tout ce que tu peux redonner à l'entreprise, ça permet d'être réinvesti pour augmenter la productivité, donc de pouvoir concurrencer les autres entreprises sur le marché, ce qui est nécessaire pour la survie de l'entreprise. Donc, il y a toute une logique pernicieuse qui se crée à l'intérieur de la coopérative. Et finalement, ce que ça crée la coop, c'est que ça crée un genre de capitaliste collectif. C'est ça, en fait, les travailleurs de la coop finissent par devenir des capitalistes collectifs. Et ça développe une mentalité là, très capitaliste, en fait. Tu sais. Est-ce que ce que tu veux dire par là, c'est qu'avec la coop, les travailleurs se débarrassent de leur boss, mais pour devenir, en fait, eux-mêmes les boss? Oui, exactement. Puis dans certains contextes, en fait, l'entreprise va grossir, puis souvent, les coops, ils ont une durée de vie assez limitée. J'avais lu à un moment donné que la durée de vie moyenne, c'est de 7 ans, après quoi soit la coop va mourir ou bien se transformer en réelle entreprise capitaliste. Puis quand tu atteins cette nouvelle étape-là dans ton développement, ben, tu n'as plus tant intérêt d'embaucher des nouveaux travailleurs qui vont être aussi propriétaires de la coop, parce que ça voudrait dire se diviser le profit dans plus de mains, donc ce qui baisse ton salaire à toi. Et souvent, ce que les coops vont faire, c'est qu'ils vont embaucher ensuite des travailleurs qui, eux, sont pas propriétaires. Et là, il va y avoir deux classes sociales à l'intérieur de la coop. Les travailleurs propriétaires, les travailleurs non propriétaires. Et c'est quoi finalement ces travailleurs propriétaires? Ben, ça devient finalement des bourgeois. Un conseil d'administration. Mm-hmm. Des actionnaires. Donc, un grand problème, en fait, avec le coopérativisme, c'est de laisser le marché intact. Tu sais. Puis qu'est-ce qui vient avec le marché, comme tu as mentionné, c'est éventuellement le développement de monopoles. Tu sais. Et la compétition des travailleurs entre eux. Tu sais. Donc, ça. Fait que tant que tu laisses le marché, tu n'as pas de solidarité mondiale entre les travailleurs. Hein. Tu as juste des groupes de travailleurs qui cherchent à se miner l'un l'autre pour pouvoir survivre mieux que l'autre. Et donc, la solution demeure encore qu'il faut une révolution sociale. Tu sais, il faut renverser le capitalisme. Il faut renverser, en fait, le libre marché. Et il faut plutôt la planification économique
à une échelle mondiale. Il ne faut pas plusieurs coops, il faut une grande coop mondiale, en fait, où il n'y a plus la compétition du marché. Ouais, le coopérativisme, en fait, ça remet pas en question les règles du système capitaliste. Ça sort pas du système en tant que tel. Et aussi, c'est extrêmement difficile. Je veux dire, si tous les travailleurs, on était capables de mettre notre argent en commun puis de s'acheter des coops, ça serait bien le fun, mais le concept d'être un travailleur, c'est que tu l'as pas cet argent-là pour investir dans une entreprise. C'est les bourgeois qui possèdent les moyens de production, qui possèdent les richesses. Fait que pour nous, la façon de vraiment améliorer nos conditions de vie, c'est de se mettre tous les travailleurs ensemble puis de reprendre le contrôle de tous les milieux de travail qui existent déjà. Hein, donc, passer par exproprier les capitalistes, comme tu parlais justement. Donc, ce qu'on voit ultimement avec les idées de Bernstein, hein, qui pensait pouvoir mettre à jour le marxisme, réviser le marxisme, ben, c'est essentiellement que ces idées-là mènent à trahir la classe ouvrière. Et qu'est-ce que les marxistes authentiques ont fait, en fait, face à cette trahison, à la trahison des dirigeants de la Deuxième Internationale? Oui, on parlait que les dirigeants de la Deuxième Internationale avaient voté pour les crédits de guerre. Il y a 3 sections de la Deuxième Internationale qui n'ont pas appuyé la Première Guerre mondiale. Les Russes, les Irlandais et les Serbes. Et on peut parler d'individus aussi comme Lénine, Trotsky, Rosa Luxembourg, Liebknecht dans le SPD aussi, James Connolly en Irlande notamment. Et ces révolutionnaires-là, authentiquement internationalistes, qui ont conservé là, les idées marxistes-communistes, se sont retrouvés isolés, en fait. Il va falloir qu'ils reconstruisent les forces marxistes authentiques à partir de ce qui reste un peu dans les différentes sections, oui. Parce que la trahison de la Deuxième Internationale va vraiment créer son effondrement et créer énormément de confusion dans la classe ouvrière qui va se faire prendre par tout le patriotisme nationaliste, etc. Et vraiment, les forces du marxisme révolutionnaire vont être réduites à une poignée de gens. Donc, Rosa Luxembourg, on a vu là, ses idées là, contre Bernstein. Elle a vraiment mené un bon combat idéologique. Elle avait les bonnes idées, en fait, pour répondre à cette aile droite qui se développait dans la Deuxième Internationale. Cependant, je pense qu'elle a fait une erreur assez importante, c'est qu'elle n'a pas construit une tendance basée sur ses idées à elle, sur les idées du marxisme authentique, à l'intérieur du SPD. Et donc, quand la trahison des dirigeants du SPD survient, elle se retrouve assez isolée, en fait. Puis oui, évidemment, il y a beaucoup de camarades autour de elle qui sont offusqués par la trahison, puis qui vont finir par suivre Rosa, mais ils sont pas pleinement organisés à l'intérieur d'un parti marxiste qui va être capable de vraiment sauver les meubles. Et d'ailleurs, elle va réussir finalement à créer un groupe, la Ligue spartakiste, qui va être une des bases pour la création du Parti communiste allemand. Mais ça va se faire seulement dans l'année là, qui précède la Révolution allemande. Et le fait d'avoir construit ce parti-là si tardivement, ça va participer énormément à l'échec de la Révolution allemande. Mais de l'autre côté, on a l'exemple de Lénine, qui va, avant la révolution de 1917 en Russie, il va passer là, 2 décennies à bâtir le parti bolchevique, qui va être d'abord une tendance à l'intérieur du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. Donc, une tendance de camarades qui s'éduquent dans les idées vraiment marxistes, qui vont être capables d'avoir une influence considérable à l'intérieur du mouvement ouvrier. Et c'est ça qui va faire que, avec ce que Lénine a accompli, ce qu'il a bâti avec le bolchevisme, on va être capable finalement de sauver les meubles après la trahison des dirigeants de la Deuxième Internationale. Et le bolchevisme va former la base pour la fondation de la Troisième Internationale en 1919. Et quand Lénine se retrouve à diriger, avec les bolcheviks, la révolution russe de 1917, il n'y a plus d'internationale. La deuxième, elle le trahit, comme on en a parlé tantôt. Ça va amener des échecs dans le mouvement ouvrier révolutionnaire qui va se développer en Europe parce qu'ils n'ont plus de parti. Mais l'idée de cette révolution-là, c'était d'être l'étincelle d'une révolution mondiale, d'être le coup d'envoi pour que ça crée la base pour former une troisième internationale par la suite. Et malgré l'échec des mouvements révolutionnaires en Europe, oui, ça va former la base pour la création de la troisième internationale, l'internationale communiste. Il va y avoir des camarades déçus dans beaucoup de sections de la deuxième internationale qui vont scissionner et participer à fonder des partis communistes assez massifs qui vont s'affilier à la troisième internationale communiste.
je pense que ça vaut la peine de s'attarder un petit peu sur ce qui a différencié un petit peu le cheminement de Lénine puis de Rosa, tu sais, dans leur lutte politique. Puis quelque chose que Lénine va faire, c'est qu'en 1903, dans le Parti social-démocrate russe, il va y avoir une scission sur des éléments, des questions organisationnelles qui paraissaient accidentelles à l'époque, mais que à plus long terme vont révéler en fait des tendances politiques importantes. Vincent a mentionné la tendance bolchevique, la tendance de Lénine, mais il y avait aussi une autre tendance qui était la tendance menchevique. Et au début, c'était pas clair qu'est-ce que représentaient ces deux tendances-là. Et à travers le temps, ça va se clarifier. Puis ce qu'on va voir, en fait, à travers le Parti social-démocrate russe, c'est la tendance, en fait, des révolutionnaires et une tendance qui était réformiste ou centriste, qui balançait entre le programme révolutionnaire et les idées réformistes. Et ce phénomène-là était un reflet, en fait, de ce qui se passait dans la Deuxième Internationale, que Rosa Luxembourg avait très bien vu aussi dans la Deuxième Internationale, qui avait lutté contre Bernstein. Et on voit dans les deux cas, dans le cas de Lénine, dans le cas de Rosa, une lutte pour clarifier les idées, pour défendre le marxisme authentique. Mais ce que Lénine va comprendre, que Rosa n'a pas tout à fait compris, pour rajouter un peu sur ce que Vincent a dit, c'est que Lénine va voir la nécessité de rassembler les éléments révolutionnaires. Puis de pas juste clarifier les idées dans un débat politique, mais de vraiment comme rassembler ces éléments révolutionnaires-là en une force, en une organisation, en une faction, avec un journal, avec un programme, et de lutter de façon systématique contre cette autre tendance-là qui soutenait de plus en plus des idées réformistes, qui soutenait la bourgeoisie libérale. Oui, à certains moments, qui va trahir la révolution russe de 1917, entre autres, par après. Et donc, ça, c'est vraiment la clairvoyance de Lénine, l'idée de former là, un parti là, du type bolchevique, là, un parti d'avant-garde révolutionnaire. Je pense que ça fait pas mal le tour pour notre analyse de la dégénérescence de la Deuxième Internationale. Au prochain épisode, on va parler de la Troisième Internationale, l'Internationale communiste, et on va parler notamment de la Révolution russe, qui va être le coup d'envoi de ça, la Révolution de 1917. Et dans cette révolution-là, Lénine, Trotsky et les bolcheviks vont mener d'abord une bataille contre le réformisme à l'intérieur du mouvement ouvrier, qui s'est exprimé à travers notamment ce groupe qui sont les mencheviks, d'où les bolcheviks et les mencheviks qui provenaient à la base du même parti ouvrier affilié à la Deuxième Internationale. Et ces mencheviks-là vont devenir un peu l'expression de la dégénérescence de la Deuxième Internationale en Russie. Ils vont collaborer avec la bourgeoisie. Et la lutte contre le réformisme va permettre la victoire, en fait, de la Révolution russe et la fondation de la Troisième Internationale communiste en 1919. Excellent. Merci, Vincent. Je pense que c'est un très bon endroit pour terminer cet épisode-là. Pour nos auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur la Deuxième Internationale, je vous recommande de lire Réforme sociale ou Révolution, le livre de Rosa Luxembourg. C'est excellent. Et aussi de lire un texte de Lénine qui s'appelle La faillite de la Deuxième Internationale. Et au prochain épisode, comme Vincent mentionné, on va continuer sur la Troisième Internationale. Merci.